le jour où j'ai rencontré Grand Lilip. C'était après ma période, après ma scolarité à l'école Sornas. On était vers la fin des années 90, peut-être après la période Nikita. Pour celui qui a la référence, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait sous-loué son appartement. Une certaine Sylvie, qui donc avait un appartement au passage Geoffroy Didelot à Paris. Ça se situait boulevard des Batignolles. On était donc proche du métro Villiers. Et elle était partie pour faire un stage à Marseille carrément. Et moi, j'en profitais pour récupérer son appartement. C'était un secteur très populaire. J'y suis repassé il y a quelques années. Le coin a un peu changé dans le sens où c'est beaucoup plus bobo, on va dire. Ce passage c'est une petite rue pavée avec et des immeubles et typiques de l'ancien Paris, on va dire. Ça a été un peu rénové et il y avait une fresque dans un magasin qui représentait les habitants du quartier. Alors je ne sais pas si ça existe toujours. C'était un tableau sur une galerie. Il y avait des galeries, il y avait un magasin qui vendait des drapeaux. Et donc un soir, je déambule. En fait, j'étais censé venir sur Paris pour trouver du travail, toujours en tant qu'infographiste. Ça n'avait pas été fructueux jusqu'à maintenant, mais le problème, c'est qu'en étant sur Paris, très vite, j'ai compris que Paris, c'était une ville qui ne dormait jamais. Et je passais mon temps à sortir la nuit plutôt que à démarcher. Et je rentrais vers les 1h, 2h, 3h du matin. Donc le réveil le lendemain pour démarcher des entreprises, c'était compliqué. Je me réveillais vers 10h30, voire 11h. Et un soir, je déambulais dans ma rue pour connaître un peu le quartier. J'étais pas loin à pied aussi en remontant vers Pigalle. Et puis là, qu'est-ce que je vois? Un magasin de jeux vidéo, une petite boutique qui restait ouvert. Il était minuit. Donc ça forcément... j'ai trouvé ça intriguant à cette heure-ci. Et il y avait quelques personnes à l'intérieur. J'ai ouvert la porte et j'ai demandé si je pouvais rentrer. Le gérant, qui était derrière le comptoir, était une espèce d'armoire à glace, un personnage un peu sorti d'un film, un peu mafieux, chemise ouverte, grand sourire, portant des lunettes, qui me dit non, non, vas-y, tu peux venir, rentre, rentre. On fait un anniversaire, mais c'est ouvert. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'un certain Philippe Quézac de Noé. Il devait avoir à l'époque 33 ans, moi je devais en avoir 25. Un personnage haut en couleur et il y avait tout. Il avait vraiment ce côté personnage de fiction avec un chien qui l'accompagnait toujours, un dog allemand. Alors ce sont des chiens qui ont une réputation de très grands chiens, c'est parmi les plus grands chiens je pense. Mais le sien en plus était plus grand que la moyenne des dogs allemands. Donc il m'arrivait au-dessus de la ceinture. C'était assez impressionnant, on aurait dit un petit poney son chien. Et donc voilà le personnage, le chien, le gros 4x4, sa mère qui venait souvent à la boutique et c'était drôle parce qu'il la vouvoyait. C'était très... il lui disait pas maman, il lui disait mère, avez-vous fait un bon voyage? Et j'ai compris que en fait, par la suite, que sa mère lui avait acheté la boutique. C'était un peu un enfant turbulent dans sa famille. Son frère lui faisait la morale. Apparemment, il aurait fait de la prison et il fallait qu'il se rachète une conduite, pardon. Et les parents, enfin la famille avait apparemment les moyens financiers. Et très vite, il m'a eu à la bonne, comme on dit. J'ai fait partie de son cercle d'amis proches, assez proches pour pouvoir descendre au sous-sol de sa boutique où là, il ne vendait plus de jeux vidéo, mais tout un tas de fringues, des vestes en cuir. Alors, au premier étage, il y avait les jeux vidéo, mais pas que. Il vendait aussi des répliques d'armes, ce qu'on appelle le airsoft. Ça s'appelait déjà le airsoft à l'époque. Et ça venait d'arriver en France, c'était pas très connu. Il se fournissait, il y avait un entrepôt en banlieue parisienne, les 3 pylônes avec lequel il travaillait.
Et lui, c'était quelqu'un aussi de très connu dans le monde de la nuit, auprès des videurs de boîtes, restaurants, clubs. Et on passait toutes les nuits à faire des virées. Il avait un groupe d'amis comme ça. Il aimait bien se déplacer un peu avec, avec deux, trois personnes. On était toujours accompagnés avec des filles. Toujours deux superbes filles venaient à la boutique, assez jeunes, 19, 20 ans. Et il y en avait une, je pensais au départ que c'était sa petite amie, puisque ça se voyait. Enfin, je veux dire, voilà, ils repartaient ensemble le soir. On voyait que. Mais en fait, c'était sa maîtresse. Il avait une copine officielle qui était hôtesse de l'air et qui passait des fois à la boutique. Il fallait pas faire d'impair parce que forcément, elle n'était pas au courant de l'existence de l'autre. Et quand il a su que j'étais dans l'infographie, il a fait appel à mes services pour lui réaliser des flyers pour faire la publicité de son magasin. Et il avait comme intention aussi de créer un stand dans une soirée étudiante dans un Sofitel, donc un magnifique endroit. Il avait installé des bornes de consoles à l'époque. C'était la Super Nintendo, c'était l'époque on était à la première PlayStation. Il y avait, je me souviens surtout de la publicité qu'on avait fait autour du jeu Goldfinger de James Bond sur Super Nintendo. Non, sur Nintendo 64, je dis n'importe quoi. Et ce qui était très drôle, c'est que moi j'ai été payé au lance-pierre. À l'époque, c'était des francs. Et je me souviens que moi j'étais payé au lance-pierre pour la réalisation de son flyer. Et ça devait être l'équivalent de 700 francs de l'époque, plus des airsoft. J'ai eu un Beretta, Desert Eagles. Et c'était complètement fou parce qu'on organisait des fois avec ces airsoft-là en plein dans les rues de Paris, sorte de chasse à l'homme, où on se tirait dessus carrément, dans les rues. Et avec les visées laser adaptées sur la culasse. Aujourd'hui, ce serait complètement fou, ce serait impossible. On se promenait aussi pour l'occasion, pour l'événement au Sofitel, il y avait un stand où il y avait des bornes de consoles de jeux, mais aussi il avait mis en place un stand d'airsoft. Donc nous avions des cartons entiers remplis de répliques d'armes, même un FAMAS, un fusil d'assaut de l'armée française qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui. Et alors, ce qui était curieux, c'est que d'ailleurs, à ce propos, il y avait des fois des gens de la BAC, la brigade d'intervention de nuit dans Paris, qui passaient souvent à la boutique vers 1h du matin. Je me suis toujours posé la question de savoir est-ce que lui-même n'était pas un indique. C'était une époque où il y avait des milieux comme ça, où on va dire les truands et les flics copinaient ensemble pour avoir des infos. Le monde de la nuit à Paris, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est particulier, c'est un monde étrange. Et je suis rentré dans ce monde-là grâce à lui. J'ai pu accéder à des endroits où j'aurais jamais pu mettre les pieds. D'ailleurs, souvent, il est avec moi. Il ne me laissait pas rentrer sinon. Et en plus de ça, il était quand même grand seigneur parce c'est lui qui payait. Alors c'était formidable parce que j'ai vu des choses assez hallucinantes, des endroits incroyables. Mais le problème, c'est que je me suis cramé. J'étais censé trouver du travail. Or, je sortais tous les soirs et rentrais à 3h du matin, tous les jours de la semaine. Donc, vers la fin, je me réveillais vers midi. Et puis, même si c'est lui qui rinçait le soir, le midi, l'après-midi, il fallait que je me débrouille par mes propres moyens. Et déjà, à l'époque, Paris, c'était cher. Donc, très vite, financièrement, je me suis retrouvé étranglé. J'avais plus de thunes, comme on dit. Et donc, je suis reparti vivre chez mes parents. Et finalement, c'était le bon timing parce que vers la fin, ça sentait mauvais. Il y avait ces affaires, entre guillemets, tournaient mal. Il avait été plus ou moins menacé à sa boutique. Et puis, quelques mois après, à la rentrée, sa boutique fut fermée définitivement. Et j'ai encore repris des nouvelles. Il s'était lancé dans du commerce
C'était le début d'Internet, on était en fin 98, et puis depuis, je n'ai plus jamais entendu parler du fameux Philippe Kézac de Noé.